certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. La mythique Maison-Blanche de Washington est-elle hantée? Des proches des présidents américains et de nombreux employés ont livré d'incroyables témoignages. Hillary Clinton elle-même l'a confirmé par la suite, il y a comme des présences invisibles. Les Anglais qui l'empruntent chaque jour affirment assister à d'étranges phénomènes, plongés au cœur du mystérieux métro de Londres et ses terrifiantes apparitions. Depuis son inauguration en 1863, on dit qu'il se passe des choses inexpliquées dans ces souterrains. Un enfant prodige du baseball américain est-il la réincarnation d'un joueur des années 30? Découvrez la surprenante histoire de Christian Haupt. Ce Californien dont le cas reste une énigme. Ce petit garçon, entre l'âge de 2 et 4 ans, va évoquer des détails extrêmement précis concernant l'Amérique des années 30. En 2012, les enfants d'une modeste famille américaine étaient terrorisés par une entité démoniaque. Retour sur les terrifiants événements vécus par les Hammonds dans leur maison diabolique. Cette Américaine affirme qu'elle vit dans une maison hantée et qu'une entité diabolique s'en prend à ses enfants. Un officier de police du Nouveau-Mexique a-t-il observé une véritable soucoupe volante et de mystérieuses créatures extraterrestres? Pour le FBI et les militaires, l'OVNI de Socorro demeure inexpliqué. Il s'est passé apparemment quelque chose d'anormal dans cette partie du Nouveau-Mexique, mais la question est de savoir quoi. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro inédit d'Enquête paranormale. C'est l'un des lieux de pouvoir les plus connus au monde, mais le saviez-vous, la célèbre Maison-Blanche à Washington serait aussi un lieu hanté. Hillary Clinton, qui disait y ressentir des présences invisibles aux filles du président George Bush, de surprenants témoignages révèlent qu'il se passe des choses parfois effrayantes dans la résidence des présidents américains. Plusieurs membres du staff présidentiel refuseraient même d'entrer dans certaines pièces. Bienvenue à la Maison-Blanche, au lieu du pouvoir, mais aussi du paranormal. C'est l'un des endroits les plus connus et les mieux protégés de toute la planète. La célèbre Maison-Blanche, résidence des présidents américains, serait pourtant frappée par d'incroyables manifestations surnaturelles. De nombreux employés qui y travaillent ont rapporté avoir été confrontés à des bruits inexpliqués. Hillary Clinton elle-même l'a confirmé par la suite qu'il y a comme des présences invisibles. Des membres du personnel de la Maison-Blanche disent y avoir vu des apparitions, des fantômes. Que se passe-t-il vraiment derrière les grilles du 1600 Pennsylvania Avenue à Washington? Les jumelles Bush vont attendre plus de 10 ans pour oser évoquer ces choses publiquement. Lorsque Melania Trump a envisagé de modifier cet endroit, tous les jardiniers avaient peur de se retrouver face à cette apparition inexpliquée. Quelle récente découverte apporterait enfin la preuve que cette étrange propriété est un endroit hanté? En 2008, c'est une photo qui va relancer les plus folles rumeurs sur la présence de fantômes à la Maison-Blanche. Tout laisse à croire que cette propriété fondée en 1792 n'est pas un endroit comme les autres. Plongée au cœur de l'énigmatique Maison-Blanche, la plus mythique mais aussi la plus mystérieuse des résidences d'État. Nous sommes à New York le 15 octobre 2018. Ce jour-là, Jenna Bush, l'une des filles jumelles de l'ancien président américain George W. Bush, est l'invitée d'un célèbre show télévisé. Devant des millions de téléspectateurs, la jeune femme va pour la toute première fois oser évoquer des événements surnaturels incroyables survenus à l'intérieur même de la mythique Maison-Blanche. Jenna Bush, ce n'est pas n'importe qui. La jeune femme est la fille de George Bush Jr., le 43e président des États-Unis. Lorsque son père est élu en 2000, la jeune femme s'installe avec son père et toute la famille à la Maison-Blanche. Jenna Bush a une sœur jumelle qui s'appelle Barbara.
Les deux sœurs ont 20 ans à l'époque et elles vont vivre près de 8 ans à la Maison-Blanche. Il semble que durant leur passage dans cette résidence officielle, les sœurs Bush aient fait face à des phénomènes inexpliqués qui, sur le moment, les ont totalement effrayées. Les jumelles Bush vont attendre plus de 10 ans pour évoquer ces choses en public. Et la première qui va oser le faire, c'est Jenna. Le 15 octobre 2018, Jenna Bush est l'invitée vedette de la chaîne NBC. Ce jour-là, à l'occasion d'une émission consacrée à Halloween, Oda Toby, la journaliste, sur le ton de la plaisanterie, demande à Jenna Bush si elle croit aux fantômes. On ne sait pas si c'est le côté décontracté de cette émission qui l'a poussée à faire des révélations, mais la fille de l'ex-président américain va oser parler de choses dont elle n'avait jamais rien dit jusqu'à cette date. On a senti des choses. Où ça? À la Maison-Blanche. Oh oui, je sais. Mais la Maison-Blanche est sûrement hantée. Peut-être que nous sommes les seuls à le croire. Mais oui. Mon téléphone a sonné, ça nous a réveillés en pleine nuit. On avait une cheminée dans notre chambre et on a entendu sortir de là une musique de piano des années 20. C'était clair que ça sortait de la cheminée. Lors de cette émission, elle va raconter qu'elle et sa sœur Barbara ont été à 2 reprises réveillées en pleine nuit par des manifestations surnaturelles. D'après la fille du président américain, des notes de piano et à un autre moment même des airs d'opéra sortaient distinctement de la cheminée d'une des chambres dans laquelle elle dormait. Elles diront que ce phénomène les a tellement terrifiées qu'elles en ont parlé à un membre du personnel de la Maison-Blanche dont elles étaient proches. Selon Jenna Bush, cet homme qui travaille depuis des années au service des présidents américains va leur révéler que non seulement la Maison-Blanche est hantée, mais il va aussi leur dire que ce qu'elles ont vécu n'est rien par rapport à ce qui s'y passe réellement. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de la célèbre Maison-Blanche? Si Jenna et Barbara Bush sont les premières à évoquer publiquement l'existence de manifestations paranormales, la résidence des présidents américains cacherait depuis longtemps d'inquiétants phénomènes inexpliqués. Il faut savoir que la Maison-Blanche est située au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington. Cette maison est dès l'origine, en 1792, la résidence officielle des présidents des États-Unis. Cet endroit est tout simplement immense. C'est plus de 5000 m² habitables, 132 pièces sur 6 étages et 7 hectares de jardin. C'est un labyrinthe où apparemment il se passe des choses curieuses. Dès le début, des employés qui y travaillent ont rapporté avoir été confrontés à des bruits inexpliqués. Hillary Clinton elle-même l'a confirmé par la suite qu'il y a comme des présences invisibles. Des membres du personnel de la Maison-Blanche vont même plus loin dans leurs témoignages. Ils disent y avoir vu des apparitions, des fantômes. L'un des premiers endroits de la Maison-Blanche à avoir posé problème, c'est l'aile est de la résidence. Plusieurs témoignages font état de l'apparition d'une femme dans les couloirs. Certaines personnes affirment avoir assisté à une scène inexpliquée, celle de cette femme en train d'étendre son linge. La légende raconte que cette silhouette est celle d'Abigail Adams, la femme du 2e président des États-Unis, John Adams. Au XVIIIe siècle, l'aile est servait bien de buanderie. On y faisait sécher le linge parce que c'était l'endroit le plus ensoleillé de la Maison-Blanche. Un autre endroit de la Maison-Blanche est depuis longtemps considéré comme un lieu de manifestation surnaturelle. C'est le célèbre Rose Garden. Le Rose Garden, c'est la roseraie qui se situe à proximité du bureau ovale, c'est-à-dire du côté de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Les jardiniers de la Maison-Blanche racontent que depuis 1915, le fantôme de Dolly Madison, la femme du 4e président des États-Unis, hante cette partie du jardin. On raconte que ce phénomène paranormal se serait déclenché suite à la transformation de ce qui était un ancien jardin colonial à la roseraie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tous les jardiniers de la Maison-Blanche connaissent l'événement survenu en 1915. On raconte que lors des travaux de transformation du jardin, le fantôme de cette femme serait apparu furieux au point d'effrayer le personnel. Imaginez qu'en 2020, quand Melania Trump a envisagé de modifier le Rose Garden, eh bien, tous les jardiniers avaient peur de se retrouver face à cette apparition inexpliquée. Si jusqu'ici, beaucoup s'interrogeaient sur la réalité des phénomènes paranormaux à l'intérieur de la Maison-Blanche, les étranges révélations de Capricia Marshall, l'assistante personnelle d'Hillary Clinton,
vont mettre en lumière un endroit particulièrement hanté, situé dans l'aile ouest de la célèbre résidence. Cet endroit a pour nom la Lincoln Bedroom. C'est la chambre de l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln. Patricia Marshall, l'assistante personnelle d'Hillary Clinton, va révéler que de nombreux employés travaillant à la Maison-Blanche refusent toujours d'y pénétrer. Il faut savoir que le président des États-Unis, Abraham Lincoln, est mort, assassiné en 1865. On raconte que le fantôme de cet homme connu pour sa célèbre redingote, son collier de barbe et son chapeau haut de forme hante particulièrement cette pièce. Dans cette chambre qui se compose aussi d'un petit salon et d'une salle de bain, et dans laquelle on accueille des invités de marque, on ne compte plus le nombre d'employés qui disent avoir vu l'apparition d'Abraham Lincoln. Certains disent aussi avoir entendu des bruits de pas alors que la pièce était vide. D'autres évoquent dans la chambre des chutes de température brutales et inexpliquées. En 1989, même les plus sceptiques parmi le personnel étaient intrigués par le comportement du chien des Reagan. Ce chien, qui avait pour nom Lucky, se baladait dans toutes les pièces de la Maison-Blanche, à l'exception d'une seule, la chambre d'Abraham Lincoln. Plus étrange encore, le chien du président Reagan se mettait à aboyer devant la porte de cette chambre inoccupée, comme si quelqu'un se tenait derrière. Si la mystérieuse chambre Lincoln est considérée aujourd'hui comme l'endroit le plus hanté de toute la Maison-Blanche, c'est qu'à partir de 1942, des chefs d'État ayant officiellement séjourné dans cette pièce ont révélé avoir été confrontés à des phénomènes paranormaux inimaginables. Le premier témoignage frappant concernant cette chambre, Lincoln, c'est celui de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Cette chef d'État est l'invitée du président Roosevelt en 1942. C'est la première fois qu'elle met les pieds à la Maison-Blanche. Et son séjour à Washington, elle s'en souviendra toute sa vie. Si on a eu vent de cette histoire, c'est que lors de la réception donnée en son honneur, le comportement de la reine des Pays-Bas va inquiéter tout son entourage. Elle a l'air tellement marquée que les membres de la délégation hollandaise vont avoir peur pour sa santé. Imaginez que la reine des Pays-Bas va alors raconter que sa nuit a été cauchemardesque. Elle explique avoir été dérangée en pleine nuit par quelqu'un qui a frappé à sa porte. La reine Wilhelmine des Pays-Bas racontera avoir ouvert la porte de sa chambre et fait face à un fantôme. Elle décrit s'être retrouvée nez à nez avec un homme grand, maigre, barbu, vêtu de noir et coiffé d'un haut de forme. Cette apparition va tellement terrifier la reine des Pays-Bas qu'elle va s'évanouir. Cette expression de peur, elle va la garder sur son visage jusqu'à la réception, ce qui va l'obliger à expliquer ce qui s'est passé. La propre femme du président américain de l'époque va confirmer l'étrange témoignage de la reine des Pays-Bas. Eleanor Roosevelt va confirmer, elle aussi, avoir la sensation d'être constamment surveillée par une présence invisible lorsqu'elle travaille tard à la Maison-Blanche. Un autre chef de gouvernement, le célèbre Winston Churchill, 3 ans plus tard, va lui aussi avoir affaire au fantôme d'Abraham Lincoln. Winston Churchill racontera avoir vu cette apparition adossée à la cheminée. De toutes les manifestations surnaturelles constatées à la Maison-Blanche, le fantôme d'Abraham Lincoln semble être le phénomène le plus récurrent. Étrange superstition ou véritable phénomène paranormal inexpliqué. En 2008, la découverte d'un étrange détail sur une photo datant des années 50 prouverait, selon certains, la réalité du mystérieux fantôme d'Abraham Lincoln. Cette photo est publiée pour la première fois dans un livre en 1992, mais elle passe totalement inaperçue. Il faut attendre 2008 pour qu'un Américain du nom de Bob Martin découvre un détail sur ce cliché qui avait échappé à tout le monde. Cette photo date de 1950. C'est une photo banale d'un chantier de rénovation de la Maison-Blanche. Bob Martin va vouloir attirer l'attention sur cette silhouette translucide. Il va diffuser cette photo sur Internet en espérant obtenir une explication. Cet Américain n'imaginait pas que 7 ans plus tard, ce cliché allait devenir l'un des plus incroyables clichés de fantômes connus à ce jour. En 2015, un spécialiste du paranormal très connu aux États-Unis, Joshua Warren, va se passionner pour cette photo. Joshua Warren va chercher à savoir si ce qu'on voit sur cette photo
relève d'un phénomène surnaturel ou alors d'un simple défaut de l'appareil photo. Cet Américain va montrer le cliché à des experts en photographie. D'après eux, il se pourrait que la silhouette translucide soit un ouvrier que la vitesse de mouvement aurait rendu flou au moment de la prise de vue. En photo, on nomme ce phénomène une image résiduelle. Le problème, c'est que lorsque Joshua Warren va agrandir le cliché, il va découvrir que la silhouette prend la pose, elle est même immobile. L'hypothèse de l'image résiduelle liée au mouvement rapide ne tient donc pas. Que cache la mystérieuse silhouette apparue sur ce cliché, pris à la Maison-Blanche en 1950? L'agrandissement de cette photo et les détails qu'elle va révéler vont permettre de donner un nom à cette mystérieuse apparition. Un négatif de cette photo, prise par le photographe officiel de la Maison-Blanche, existe dans les archives gouvernementales. Quand Joshua Warren va demander de pouvoir avoir accès au négatif, les autorités vont refuser pour des raisons de secret défense. Joshua Warren et d'autres experts vont se contenter d'agrandir la photo existante. Un détail qui avait échappé jusque-là à tout le monde va crédibiliser la possibilité d'une manifestation surnaturelle. Il apparaît que la silhouette en question porte des vêtements, mais qu'ils ne correspondent en rien avec les vêtements portés par les ouvriers sur le chantier en 1950. Sur l'agrandissement, les experts sont stupéfaits de découvrir que cette silhouette porte une sorte de redingote sombre. C'est celle que portait Abraham Lincoln. Pour beaucoup, cette découverte accréditerait l'hypothèse que le jour où la photo a été prise, le fantôme d'Abraham Lincoln rôdait du côté ouest de la Maison-Blanche. Le seul élément qui manque pour être vraiment affirmatif, c'est que cette apparition, si c'en est une, n'a malheureusement pas de visage. Aujourd'hui, certains prétendent que le fantôme de Lincoln serait ce que l'on appelle une âme errante. Cet ancien président américain entrait la Maison-Blanche parce qu'il n'accepterait pas sa mort brutale au début de son deuxième mandat. Entre les témoignages des employés, les phénomènes vécus par les chefs d'État et cette mystérieuse photo de 1950, tout laisse à croire que cette propriété, construite en 1792, n'est pas un endroit comme les autres. Plus de 2 siècles après sa construction, la mythique demeure des présidents américains reste la plus mystérieuse des résidences d'État connues à ce jour. Si les Bush ou Hillary Clinton elles-mêmes ont concédé le caractère étrange de cet endroit, ni les Trump ni les Obama n'ont encore confirmé l'existence de phénomènes surnaturels à la Maison-Blanche. Malgré tout, pour beaucoup, ce haut lieu du pouvoir serait aussi un haut lieu du paranormal. Le métro de Londres, que l'on surnomme The Tube, est le plus vieux métro du monde. Mais il est également réputé pour être un lieu particulièrement glaçant. Pas moins de 54 stations du réseau de transport seraient hantées ou la proie de mystérieuses manifestations paranormales. Si les passagers sont nombreux à témoigner de faits étranges, les employés de la compagnie de transport racontent eux aussi faire face à des phénomènes terrifiants. Le métro de Londres est le plus ancien du monde, mais celui qu'on surnomme The Tube serait aussi l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre. Depuis son inauguration en 1863, on dit qu'il se passe des choses inexpliquées dans ces souterrains. On sait que chaque année, la Régie des transports londoniens fait face à des démissions suite à des événements particulièrement traumatisants. À quels phénomènes paranormaux les employés comme les passagers ont-ils fait face dans ces couloirs et ces mystérieux tunnels? Beaucoup de Londoniens racontent avoir observé la présence d'une jeune femme qui hurle les bras tendus avant de totalement disparaître. Quels terrifiants événements continuent aujourd'hui encore de forger sa sinistre réputation? Les employés de nuit racontent pour la plupart se sentir comme observés par quelque chose d'invisible. Baker Street n'est pas une station comme les autres. Sa particularité, c'est que depuis sa mise en service, 5 techniciens de nuit sont morts dans ces tunnels sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Quand vous voyagez en métro à Londres, vous voyagez au cœur d'un véritable cimetière. Plongé au cœur de l'étrange métro de Londres et ses manifestations surnaturelles, toujours inexpliquées.
Nous sommes à Londres en octobre 1983. Cet automne-là, les Anglais découvrent dans les tabloïds une étrange photo prise quelques jours plus tôt dans le métro de la capitale britannique. Son auteur s'appelle Karen Collett. Elle prétend avoir photographié, malgré elle, un phénomène paranormal. À l'automne 1983, et en lisant la presse, les Anglais découvrent une information assez étrange. Une jeune femme aurait réussi à capturer une sorte d'apparition fantomatique sur l'une des lignes du métro de Londres. Cette jeune femme s'appelle Karen Collett. Elle a une trentaine d'années et lorsqu'elle prend cette fameuse photo, elle est avec son neveu sur une ligne assez connue qui s'appelle Bakerloo. Si Karen Collett a avec elle un appareil photo ce jour-là, c'est que son neveu est venu pour la première fois lui rendre visite à Londres. Et elle veut tout simplement prendre des photos souvenirs de cette journée. Alors il faut bien comprendre qu'en 1983, les appareils photos sont des appareils argentiques. Le numérique n'existe pas, ce qui veut dire qu'il faut laisser la pellicule à un professionnel qu'il va la développer et on a le résultat quelques jours plus tard. Le problème, c'est que lorsque Karen Collett récupère les clichés, elle va faire face à une situation incompréhensible. En arrière-plan de l'une des photos de son neveu dans le métro, quelque chose apparaît, mais qui n'existait pas lors de la prise de vue. Sur la photo de Karen Collett, on distingue en arrière-plan la silhouette d'un homme attaché sur une chaise électrique. Karen Collett ne comprend pas une chose, c'est lorsqu'elle a effectué cette prise de vue entre les stations Marylebone et Edgware Road. Ils étaient dans un tunnel parfaitement obscur. Cette femme jure et continue d'affirmer encore aujourd'hui qu'il n'y avait absolument rien derrière son neveu. Si l'étrange photo de Karen Collett est entrée dans l'histoire du paranormal, c'est que pour prouver son authenticité, la jeune femme l'a confiée pour expertise à Robert Cox, un spécialiste renommé du Musée national de la photographie. Ses conclusions, mais aussi de nouvelles découvertes, vont confirmer le caractère surnaturel de cette apparition. Karen Collett affirme que ce qu'elle a capturé est un phénomène inexpliqué. Mais beaucoup de gens vont penser que cette femme a procédé à une espèce de montage photo. Face à ces critiques, la jeune femme va tout faire pour prouver qu'elle ne ment pas. Karen Collett remet le négatif à un spécialiste du Musée national de la photo. Cet homme s'appelle Robert Cox et il va authentifier cette photo comme n'étant pas truquée. Plus étrange encore, la régie publicitaire du métro londonien va affirmer qu'il n'y avait à ce moment-là absolument aucune affiche placardée dans les tunnels qui serait en lien avec cette image. Ce n'est donc pas une affiche publicitaire, ni même son reflet dans la vitre. Depuis 1983, personne n'a pu dire comment cette silhouette est apparue sur le cliché. Mais une découverte supplémentaire va marquer les esprits. Des spécialistes du paranormal vont révéler que l'homme qui apparaît sur la chaise électrique sur la photo de Karen Collett rappelle l'exécution en 1936 d'un certain Bruno Hauptmann. Ce criminel allemand a été condamné aux États-Unis pour la séquestration, l'enlèvement donc, et l'assassinat de l'enfant du célèbre aviateur Charles Lindbergh. Ce qui surprend, c'est que la scène de son passage sur la chaise électrique a été fidèlement reproduite dans un musée londonien. Ce musée est mondialement connu, c'est le musée de cire de Madame Tussaud. Et chose incroyable, ce qu'on peut voir sur la photo et ce qu'on peut voir au musée est à quelques détails près quasi identique. Karen Collett aurait-elle capturé en photo l'inquiétante manifestation surnaturelle d'un ancien condamné à mort? Si son cliché interroge, c'est que le métro de Londres serait depuis très longtemps le lieu d'étranges phénomènes paranormaux. Le métro de Londres, c'est le plus vieux métro du monde. Et depuis son inauguration en 1863, on raconte qu'il se passe des choses étranges, des choses inexpliquées dans les tunnels de ce métro. Les phénomènes surnaturels les plus répandus concernent de mystérieuses apparitions de fantômes. Si vous allez à Londres, tout le monde vous parlera d'une station dont on dit qu'elle est hantée. Cette station s'appelle Farrington Station. De nombreux témoins évoquent la vision du fantôme d'une jeune fille et certains affirment même avoir été poursuivis par ses cris, par ses hurlements de terreur. Ce fantôme serait celui d'une adolescente qui s'appelle Anne Naylor, du nom d'une jeune Anglaise qui a été assassinée en 1758 à l'endroit même où la station a été construite. Les témoignages sont tellement nombreux que les Anglais ont donné un nom à ce fantôme. Ils l'appellent le spectre hurlant. Depuis 1988, il y a une autre station qui pose problème. Cette station a pour nom King Cross.
Et cette station a une histoire assez particulière. Depuis une trentaine d'années, cette station a mauvaise réputation. Beaucoup de Londoniens racontent avoir observé la présence d'une jeune femme qui hurle les bras tendus avant de totalement disparaître. Ce qui est troublant, c'est qu'à l'endroit où ce fantôme disparaîtrait, les témoins disent avoir senti comme une odeur assez âcre de fumée. Pour beaucoup, cette manifestation surnaturelle serait le fantôme de l'une des 31 victimes d'un grave incendie qui a ravagé la station en novembre 1987. On évoque bon nombre de phénomènes surnaturels dans ce métro et c'est pas moins de 50 endroits du réseau londonien qui seraient hantés par certaines choses. Que se passe-t-il vraiment au cœur du mystérieux métro de Londres? En 2005, l'inquiétant témoignage de Bill McKeown, un employé de nuit, va réveiller les pires craintes concernant l'étrange station de Baker Street. En 2005, la télévision anglaise va révéler l'étrange incident qui est survenu à un technicien de nuit. Cet homme s'appelle Bill McKeown. Son travail consiste à vérifier durant la nuit le bon état des rails. Et ce qu'il va raconter avoir vécu dans la station Baker Street va faire sensation. Baker Street n'est pas une station comme les autres. Sa particularité, c'est que depuis sa mise en service, 5 techniciens de nuit sont morts dans ces tunnels sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Imaginez la tête de ses collègues lorsque Bill McKeown va raconter que durant une nuit vers 2 h du matin, il a clairement vu des traces de pas se dessiner sous ses yeux sur le ballast des rails. Cet homme, visiblement choqué, affirme avoir entendu des bruits de pas tout en observant ces traces de pas se dessiner sur le gravier. Ce qu'il a vécu cette nuit-là, il va d'ailleurs le raconter en détail à la télévision britannique. J'ai vu les graviers bouger à quelques mètres de moi. Je suis resté assis, bouche bée. Je voyais des empreintes de pas se former sur le ballast. Ce qui est troublant, c'est que les employés du métro qui travaillaient dans cette station depuis très longtemps connaissaient parfaitement l'existence de ces phénomènes paranormaux. L'histoire glaçante qui se raconte parmi les employés, c'est que ces traces de pas seraient les traces d'une des 5 personnes décédées à cet endroit. On affirme que si son esprit continue de hanter les tunnels, c'est que cet homme ignore qu'il est mort et continuerait à faire son travail. Comment expliquer les nombreuses manifestations surnaturelles observées par beaucoup dans le métro de Londres? En 2015, une terrifiante découverte opérée dans les sous-sols de la station Liverpool Street expliquerait, selon certains spécialistes du paranormal, une partie du mystère. Liverpool Street, c'est une station qui se trouve en plein cœur de la City, le célèbre quartier des affaires de Londres. En 2015, d'énormes travaux de rénovation sont entrepris pour moderniser la station. Sauf que ça ne va pas se passer du tout comme prévu. Les ouvriers qui travaillent dans les sous-sols de cette station vont mettre à jour des milliers de squelettes. Imaginez que dans ce quartier de la finance, entouré d'immeubles ultra-modernes, on va déterrer jusqu'à 3000 squelettes. Ces squelettes découverts sous la station de Liverpool Street vont remettre en lumière un étrange témoignage fait en l'an 2000. Tous ceux qui, chaque jour, prennent le métro en passant par cette station se souviennent que 15 ans auparavant, les employés de cette station disaient qu'elle était hantée. Quels étranges événements ont amené les employés de la compagnie des transports londoniens à croire que la station Liverpool Street était un lieu hanté? Nous sommes le 9 août 2000 et cette nuit-là, Steve Coates, le chef de station, va faire face à une situation glaçante. En août 2000, la station de Liverpool Street aurait été le théâtre d'un phénomène paranormal. Ce phénomène inexpliqué s'est déroulé sous les yeux des employés de la station et sous l'objectif des caméras de surveillance. D'après ce que racontent les employés de la station, nous sommes en pleine nuit et il est 2 h 30 du matin. Un agent de sécurité du métro aperçoit sur ses caméras la présence d'un homme sur les quais. D'après la description que les employés du métro vont faire de cet homme, celui-ci est habillé en blanc et il se tient debout sur les quais de Liverpool Street. Le chef de la station, un certain Steve Coates, est immédiatement alerté et il se rend sur les quais à la rencontre de cet individu. Il va alors se passer une chose très étrange. L'agent de sécurité va raconter avoir vu sur ses écrans de contrôle Steve Coates arriver sur le quai. Il dira avoir vu l'homme en blanc debout à côté de son collègue. Mais la chose étrange, c'est que Steve Coates
ne semblait pas le voir. Le contrôleur va même raconter comment Steve Coates a non seulement continué à chercher l'homme en question, et qu'il l'a même appelé par téléphone pour lui dire qu'il n'y a personne sur le quai. Imaginez la scène. Un homme affirme voir un individu sur le quai, alors que son collègue ne voit absolument rien. 20 ans après cet épisode troublant, Steve Coates ainsi que son collègue ne parviennent toujours pas à s'expliquer ce qui s'est produit cette nuit-là. Quand on va découvrir 15 ans plus tard, au même endroit, 3000 squelettes, beaucoup vont exhumer l'histoire assez troublante vécue par Steve Coates. La presse va même révéler qu'à l'endroit où se trouve la station, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, il y avait un hôpital. Et que cet endroit serait une fosse commune. La fameuse silhouette aperçue sur les caméras de surveillance en août 2000 serait un fantôme. Les événements du passé expliqueraient-ils les étranges phénomènes paranormaux observés régulièrement dans les mystérieux tunnels du métro de Londres? Des journalistes qui se sont penchés sur son histoire ont fait d'incroyables découvertes. En consultant les archives du métro londonien, les journalistes vont découvrir que la mort plane sur toutes les stations du réseau. Quand, à partir des années 1830, on se met à creuser pour construire les premières lignes, on va découvrir des dizaines de fosses communes. À chaque fois que les ouvriers donnent un coup de pelle, à chaque fois, ils découvrent des restes humains. D'après les archives, lors de la construction du métro, on aura exhumé pas moins de 70 000 corps. Quand vous voyagez en métro à Londres, vous voyagez au cœur d'un véritable cimetière. Selon les historiens, ces 70 000 corps seraient les victimes de l'épidémie de peste qui a ravagé la capitale anglaise au XVIIe siècle. On constate que le passé, mais aussi des drames plus récents, comme le fameux incendie à la station King Cross, qui a eu lieu en 1987 et qui a fait 30 victimes, peuvent expliquer la présence de ces phénomènes inexpliqués. Ce qui est troublant, c'est que la direction des transports londoniens prend ces histoires de phénomènes inexpliqués très au sérieux. On sait qu'elle autorise régulièrement des spécialistes du paranormal à venir enquêter dans les stations qui posent problème. 37 ans après avoir pris cette étrange photo, Karen Collett, encore marquée par ce qui s'est passé, n'a plus jamais remis un pied dans le métro de Londres. Aujourd'hui, la sinistre légende de celui qu'on surnomme The Tube continue de fasciner des millions de Britanniques. Chaque nuit, la police fait face à l'intrusion de nombreux curieux, attirés par ce lieu réputé hanté. Y a-t-il une vie après la mort? Le cas d'un petit Californien de 2 ans, véritable prodige du baseball, porterait à croire que oui. Il s'appelle Christian Haupt et il affirme avoir vécu durant les années 30 dans la peau de Lou Gehrig, un célèbre joueur de baseball. Cet enfant est même allé jusqu'à donner les prénoms exacts de ses parents de l'époque. Véritable réincarnation ou non, son cas continue d'intriguer toute la communauté scientifique. Il s'appelle Christian Haupt et les extraordinaires aptitudes de cet Américain d'à peine 2 ans seraient liées à une incroyable vie antérieure. On a affaire à un enfant qui non seulement raconte des faits extrêmement précis du passé liés à un joueur de baseball, mais on a aussi affaire à un enfant doté de capacités sportives extraordinaires. Cet enfant est tout simplement un prodige du baseball. Ce jeune Californien est-il vraiment la réincarnation de Lou Gehrig, un célèbre joueur de baseball américain? Ce petit garçon, entre l'âge de 2 et 4 ans, va évoquer des détails extrêmement précis concernant l'Amérique des années 30. Comment pouvait-il savoir ces choses à son âge? C'est proprement impossible. Quels éléments troublants la famille, mais aussi les spécialistes, ont-ils découvert autour de cet étrange garçon? Cette mère montre à son petit garçon des photos des parents de Lou Gehrig datant des années 30 et le petit garçon va les nommer distinctement. Le cas de ce jeune Californien demeure une énigme. Il fait partie des 3000 dossiers de réincarnation étudiés par l'Université de Virginie. Retour sur l'énigmatique affaire Christian Haupt, ou l'histoire incroyable d'une réincarnation.
Nous sommes en août 2011 à Cape Cod, une ville du Massachusetts. C'est ici, non loin de Boston, que le célèbre acteur Adam Sandler tourne son nouveau film Crazy Dad. Ce jour-là, un petit garçon de 2 ans y fait une apparition remarquée. Il s'appelle Christian Haupt et ce tournage va bouleverser sa vie et celle de sa famille. En août 2011, dans la petite ville de Cape Cod, a lieu le tournage du film Crazy Dad avec le célèbre acteur Adam Sandler. Pour ce film, Adam Sandler a fait venir spécialement de Californie un petit garçon de 2 ans. Il s'appelle Christian Haupt. Ce petit garçon de 2 ans n'est pas là par hasard. Christian Haupt, du haut de ses 2 ans, est un véritable prodige du baseball. Il a un don inexpliqué. Si Adam Sandler et les productions hollywoodiennes ont invité ce petit garçon de 2 ans pour tourner une scène autour du baseball, c'est parce qu'ils ont trouvé sur Internet une vidéo postée par sa maman qui s'appelle Kathy Bird. Le cas de ce petit garçon pose question puisqu'il refuse de porter autre chose qu'une tenue de baseball. Il passe même jusqu'à 7 heures par jour à jouer à ce sport et surtout, cette passion, elle ne sort de nulle part. Personne dans sa famille ne pratique ou n'est intéressé par le baseball. Autre élément troublant, cet enfant qui vit à Los Angeles voue un véritable culte à l'équipe de New York, les Yankees. D'ailleurs, Adam Sandler, qui est aussi très fan des Yankees, cette équipe de baseball de New York, va tourner une petite vidéo souvenir avec ce petit garçon de 2 ans. Tu préfères les Red Sox ou les Yankees? Ou les Dodgers? Tu préfères les Dodgers? Je veux jouer avec les Yankees. Il veut jouer chez les Yankees. C'est mon garçon, c'est mon garçon. Si la réponse de Christian Haupt fait sourire tout le monde, Adam Sandler ignore que ce petit garçon qu'il tient dans ses bras sera considéré un petit peu plus tard comme la réincarnation de Lou Gehrig, un des joueurs vedettes de l'équipe des Yankees. Si en août 2011, personne n'est capable d'expliquer l'obsession, mais aussi les dons incroyables du petit Christian Haupt pour le baseball, ce voyage à Boston va être le point de départ d'une histoire totalement surnaturelle. Le tournage du film avec Adam Sandler va propulser le petit garçon de 2 ans vers une vie qu'il aurait vécue 70 ans avant sa naissance. La première fois que Christian Haupt a rendez-vous avec cette vie antérieure, c'est au lendemain du tournage du film, dans le stade de l'équipe de Boston, les Red Sox. Cathy, la mère du petit garçon, profite de leur séjour à Boston pour l'emmener voir un match au Fenway Park. Cette mère de famille n'imaginait pas que son fils allait dans les couloirs du stade faire face à son pire cauchemar, un cauchemar venu du passé. D'après ce qu'on sait, le petit Christian Haupt aurait été terrifié à la vue d'une affiche sur laquelle figurait un ancien joueur de baseball. Ce joueur s'appelle Baby Ruth. Et il est, aux États-Unis, considéré comme l'un des plus grands héros de ce sport. Ce qui est assez troublant, c'est que ce petit garçon de 2 ans dit connaître ce joueur des années 30. Et il va aussi dire qu'il le déteste. Sa mère racontera d'ailleurs que son fils aura cette phrase étrange « Il était méchant avec moi ». Le comportement de l'enfant fera dire à la maman, Kathy Bird, que la vision de cette affiche aura ouvert comme une sorte de porte, une porte sur une vie antérieure. En effet, depuis ce jour d'août 2011 et sa visite au mythique Fenway Park de Boston, le petit Christian Haupt va se mettre à raconter des choses très précises, liées à une incroyable vie antérieure. La vie de Kathy Bird, la maman du petit Christian, va plonger après leur venue à Boston dans quelque chose de totalement irrationnel. Imaginez la tête de cette femme quand son fils, âgé de 2 ans, lui dit tout simplement qu'il a été un grand joueur de baseball des années 30. Les adultes d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi ce petit garçon parle de lui au passé en disant qu'il a été un joueur il y a très longtemps dans les années 30. Et quand ils lui disent « tu seras un grand joueur », le petit garçon insiste et s'énerve. Il affirme clairement avoir été, dans une vie passée, un grand joueur.
Christian Haupt va étrangement donner des détails de plus en plus précis liés au passé. Sa mère dira que le petit garçon a révélé qu'il jouait avec des chaussures à crampons métalliques. Ou qu'à son époque, les joueurs ne portaient pas de casque de frappeur. Ces éléments, Katy Beard va les vérifier. Et elle va découvrir, stupéfaite, que son fils d'à peine 2 ans dit bien la vérité. Les casques de frappeur ne sont apparus qu'à partir des années 50. Le petit garçon ne s'arrête pas là. Il raconte que dans sa vie d'avant, les maisons étaient éclairées avec des lampes à pétrole. Il raconte aussi que dans les avions, la ceinture n'était pas obligatoire. Et qu'avec ses coéquipiers, il consommait beaucoup d'alcool pendant les vols. Ce petit garçon, entre l'âge de 2 et 4 ans, va évoquer des détails extrêmement précis concernant l'Amérique des années 30. Comment pouvait-il savoir ces choses à son âge? C'est proprement impossible. Cette mère de famille est tellement surprise par le comportement et les propos de son fils qu'elle va finir par douter. Katy Beard va se poser cette question incroyable. Son fils est-il, oui ou non, la réincarnation d'un ancien joueur de baseball, comme il le laisse entendre? Comment expliquer l'étrange comportement du petit Christian Haupt? Les étranges souvenirs dont il parle sont-ils le fruit de son imagination ou les vestiges d'une vie antérieure? En 2014, Katy Beard va faire appel à Jim Tucker, un éminent chercheur de l'Université de Virginie. Ce dernier va l'aider à découvrir d'où viennent ces mystérieux souvenirs. En 2014, Katy Beard est perdue. Son petit garçon prétend toujours être la réincarnation d'un ancien joueur de baseball. Ce petit garçon continue de lui raconter l'histoire d'une autre vie. Et en l'espace de 3 ans, il n'a jamais modifié son récit. Katy Beard va se tourner vers la science pour tenter de comprendre l'étrange comportement de son fils. Katy Beard va faire appel au docteur Jim Tucker. Cet universitaire est le directeur du département de psychologie de l'Université de Virginie. Ce professeur est assez réputé pour avoir étudié des cas de réincarnation assez célèbres, comme celui de James Leninger et encore celui de Cameron McCauley. Ce spécialiste de la réincarnation va aider Katy Beard à écrire la véritable histoire de son fils. Ce professeur va demander à la mère de famille de montrer à son fils des photographies d'époque et de le laisser lui raconter le récit de son ancienne vie. Chose étrange, c'est exactement ce que va faire le petit Christian Haupt lorsque sa mère va lui montrer des photos d'époque des années 30. Le petit garçon va non seulement identifier des joueurs morts depuis longtemps, mais il va aussi préciser comment il s'appelait lui-même à l'époque. Christian Haupt, ce petit garçon de 5 ans, va donner un nom. Il dit s'appeler Lou Gehrig, un célèbre joueur de l'équipe des Yankees de New York. Cette mère de famille dispose à ce moment-là d'un élément très concret. Et grâce à ce nom de famille, elle va être définitivement convaincue que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Imaginez la réaction de Katy Beard. Cette mère montre à son petit garçon des photos des parents de Lou Gehrig datant des années 30 et le petit garçon va les nommer distinctement et précisément. Il s'agit de Henry et de Christina. La vie passée de ce Lou Gehrig va devenir le point de départ d'une enquête très poussée menée par l'Université de Virginie. Le département de psychologie de Jim Tucker va chercher des éléments probants, prouvant la possibilité d'une réincarnation. Christian Haupt, ce petit Américain de 5 ans, est-il la réincarnation de Lou Gehrig, un légendaire joueur de baseball des années 30? Intrigué par ce cas surnaturel, le docteur Jim Tucker se rend à Los Angeles pour rencontrer pour la première fois cet étrange petit garçon. Lorsque Jim Tucker rencontre le petit Christian Haupt en 2014 en Californie, pour Katy Beard, sa mère, il ne fait plus aucun doute que cette histoire de réincarnation est bien réelle. La mère de famille a d'ailleurs consigné noir sur blanc tout ce que lui a raconté son fils depuis plusieurs mois. Tous ces éléments consignés dans le journal, Jim Tucker d'ailleurs les a vérifiés avant de rencontrer le petit garçon. Et ce spécialiste des réincarnations
a découvert là des choses très troublantes. Le fameux joueur prénommé Babe Ruth et que le petit Christian semble détester, eh bien, Jim Tucker a découvert qu'entre ce joueur et Lou Gehrig, à l'époque, c'était la guerre. Ces deux joueurs de la même équipe se détestaient tellement qu'ils refusaient de se retrouver tous les deux dans le même vestiaire. Jim Tucker va également montrer au petit garçon des photos d'époque de l'équipe des Yankees. Lou Gehrig y apparaît à différentes périodes de sa vie. Chose incroyable, le petit garçon va à chaque fois désigner le joueur sans se tromper et il dira, en désignant Lou Gehrig, « c'est moi ». Sur ces photos, le petit garçon est même capable de désigner précisément qui était l'entraîneur de l'équipe. Jim Tucker va demander au petit garçon si ce qu'il raconte, ce sont des souvenirs ou juste des rêves. Christian Haupt va faire une réponse très étrange pour un petit garçon de 5 ans. Il va répondre à l'universitaire « Non, c'était ma vie d'avant ». Autre fait troublant. À la question « De quoi est mort Lou Gehrig ?», le petit Christian va répondre « Mon corps s'est arrêté de fonctionner ». Vérification faite, le joueur est mort jeune, à 36 ans, de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative. Plus surprenant encore, lors de cet entretien avec l'universitaire Jim Tucker, le jeune Christian Haupt va évoquer des choses pour le moins étranges pour un enfant d'à peine 5 ans. Lors de cet entretien, le petit garçon va dire des choses dont on peut se demander comment un enfant de 5 ans peut même les imaginer. Christian Haupt va dire de sa maman, en la désignant, qu'il l'a choisie comme maman dans cette vie-là. Le petit garçon précisera qu'il l'a choisie depuis l'au-delà, alors qu'elle était en train de naître. On raconte que ces propos vont méduser Katy Bird, et on la comprend. Jim Tucker confirmera à cette mère un peu surprise que ces propos sont quand même relativement fréquents dans les cas de réincarnation. Alors, qu'on croit ou non à la réincarnation, le cas de Christian Haupt pose énormément de questions. On a affaire à un enfant qui non seulement raconte des faits extrêmement précis du passé, liés à un joueur de baseball, mais on a aussi affaire à un enfant doté de capacités sportives extraordinaires. Cet enfant est tout simplement un prodige du baseball. À 3 ans, cet enfant est d'ailleurs devenu une véritable star aux États-Unis. Il est même entré dans le livre des records comme étant le plus jeune joueur de l'histoire à être autorisé à faire le lancer d'ouverture dans la Ligue nationale de baseball. Le cas de ce jeune Californien demeure une énigme. Il fait partie des 3000 dossiers de réincarnation étudiés par l'Université de Virginie. Si ce que ce petit garçon raconte est vrai, cela prouverait qu'une vie après la mort est peut-être possible. Aujourd'hui, âgé de 11 ans, Christian Haupt vit toujours en Californie, où il continue de pratiquer intensément le baseball. Ce jeune Américain, dont les incroyables souvenirs d'une vie antérieure s'estompent peu à peu, rêve d'intégrer désormais la fameuse équipe des Dodgers de Los Angeles. Il espère suivre les traces du célèbre Lou Gehrig, ce joueur des années 30, dont il serait l'étrange réincarnation. Ma maison est hantée et quelque chose de démoniaque s'en prend à mes 3 enfants. Voilà ce qu'a déclaré aux policiers et aux médecins qui l'interrogeaient la pauvre Latoya Ammons. Cette habitante de Chicago affirme qu'elle et sa famille ont été victimes en 2012 de terrifiants phénomènes surnaturels. Chose incroyable, les policiers chargés de l'enquête vont eux-mêmes être les témoins d'événements glaçants, au point de faire venir un prêtre pour exorciser cette maison diabolique. Vous allez découvrir l'effrayante histoire d'une famille américaine dont la modeste maison s'est révélée être hantée par une force diabolique. Cette Américaine affirme qu'elle vit dans une maison hantée et qu'une entité diabolique s'en prend à ses enfants. Elle dit avoir vu sa petite fille de 12 ans en lévitation au-dessus de son lit. Que cache vraiment l'inquiétante maison de la famille Ammons? Imaginez qu'en 2012, dans cette maison, on a un prêtre qui se livre à une série d'exorcismes entouré de policiers de la ville. Comment expliquer les incroyables phénomènes constatés par la police et les personnels médicaux
de la banlieue sud de Chicago. La psychologue et l'infirmière vont décrire à partir de là un enchaînement de scènes totalement surnaturelles. En 2012, aux États-Unis, la police, les services sociaux, mais aussi les médecins, témoignent de phénomènes glaçants qui échappent au rationnel. Retour sur l'effroyable histoire de la famille Ammons ou le cauchemar de la maison du diable. Nous sommes le 19 avril 2012 à Gary, une petite ville américaine de l'Indiana. Ce jour-là, les secours de cette banlieue sud de Chicago se rendent de toute urgence au 3860 Carolina Street. Sur place, ils découvrent une famille terrifiée par ce qu'elle vient de vivre. Gary, c'est une petite ville qui se situe au sud de Chicago et c'est une banlieue américaine assez pauvre. Si on connaît Gary, c'est surtout parce que c'est le lieu de naissance du célèbre chanteur Michael Jackson. Gary n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une ville sans histoire. Elle est réputée pour ses nombreux quartiers chauds. C'est justement dans un de ces quartiers chauds que les urgences vont débarquer le 19 avril 2012. Si les secours se rendent au 3860 Carolina Street, c'est qu'ils viennent d'être alertés par un médecin du quartier qu'ils connaissent très bien. Ce médecin, c'est le docteur Geoffrey Onyoku. Cet homme complètement affolé leur a dit au téléphone avoir assisté à une scène cauchemardesque dans cette maison. Quand les secours pénètrent dans les lieux, ils découvrent le médecin en état de choc. Mais aussi la locataire de la maison, Latoya Ammons, et les membres de sa famille. Donc sur place, on a la grand-mère, Rosa Campbell. Il y a également une jeune fille de 12 ans et deux garçons, un de 7 et un autre de 9 ans. Alors il se trouve que ces deux garçons ont totalement perdu connaissance. Quand les secours entendent le docteur Geoffrey Onyoku leur décrire ce qui s'est passé dans cette maison quelques minutes plus tôt, ils n'en croient pas leurs oreilles. Ce médecin de quartier raconte être intervenu chez les Ammons à la demande de Latoya Ammons, la mère de famille, pour un problème assez grave touchant ses enfants. En arrivant au 3860 Carolina Street, le docteur Onyoku va se retrouver face aux deux petits garçons de la famille en train de crier et de hurler des injures avec des voix démoniaques. Ce docteur raconte alors avoir assisté à une scène terrifiante. Le plus jeune, qui s'appelle Andrew Ammons, a été littéralement soulevé par une force invisible à plusieurs mètres du sol. Ce pauvre garçon aurait été projeté violemment contre l'un des murs de la maison. Ce médecin précisera que juste après cette scène horrible, les deux petits garçons se seraient évanouis simultanément de manière inexplicable. Imaginez la tête des urgentistes. Ils connaissent parfaitement le docteur Onyoku. Ils savent que cet homme respectable a non seulement toute sa tête, mais qu'il n'a aucune raison d'inventer toute cette histoire. Que s'est-il véritablement passé ce 19 avril 2012 dans la maison en apparence banale de la famille Ammons? Alors que les deux garçons sont transférés de toute urgence à l'hôpital, le personnel médical va faire face, quelques heures après leur arrivée, à une situation inexplicable. Les secours vont prendre en charge les deux petits garçons de la famille Ammons et les conduire au Methodist Hospital de la ville de Gary. Quand le plus jeune des garçons va reprendre connaissance après plusieurs heures, les médecins de l'hôpital de Gary vont vivre un cauchemar éveillé. Le petit Andrew Ammons semble incontrôlable. Il crie, il se débat dès qu'on cherche à le calmer. La violence de son comportement devient telle que 5 infirmiers et médecins vont tenter de le maintenir dans son lit. Le personnel médical et les infirmiers vont tous attester que ce jeune garçon d'à peine 7 ans est doté d'une force mais surhumaine. Imaginez, 5 adultes, des hommes somme toute assez corpulents, ont eu du mal à maîtriser un bout de chou d'à peine 7 ans. Le personnel médical et les infirmiers de cet hôpital confirmeront avoir fait face à une situation qui dépasse toute logique. Les médecins qui sont choqués vont interroger la mère, Latoya Ammons. Ce que va leur raconter cette modeste mère de famille sur le calvaire vécu depuis des mois va glacer le sang de tout le personnel médical.
Cette Américaine affirme qu'elle vit dans une maison hantée et qu'une entité démoniaque s'en prend à ses enfants. À quels terribles événements la famille Ammons a-t-elle fait face dans cette étrange maison du 3860 Carolina Street à Gary? Cette terrifiante histoire débute en novembre 2011. Latoya Ammons, ses 3 enfants et sa mère Rosa n'imaginaient pas emménager dans ce qui deviendra la maison du diable. La maison dans laquelle la famille a emménagé en novembre 2011 est une maison, somme toute, assez modeste. Tout en bois et de plein pied, située dans un quartier déshérité de la ville. En apparence, sincèrement, c'est la maison la plus banale du monde. On ne lui connaît pas d'histoire particulière à cette propriété, mais cette maison recèle un endroit assez étrange, c'est son sous-sol. Cette pièce, c'est l'endroit de la maison qui terrorise le plus cette famille. Elles décrivent des bruits de pas qui semblent monter les escaliers alors qu'il n'y a personne au sous-sol. Les 2 femmes vont aussi évoquer auprès du personnel médical des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, même lorsqu'elles sont verrouillées. Mais ce qui va frapper les médecins, c'est que selon elles, les 3 enfants Ammons seraient possédés par l'esprit démoniaque qui hante cette maison. Rosa Campbell, la grand-mère, avouera avoir vu sa petite fille de 12 ans en lévitation au-dessus de son lit. Le docteur Geoffrey Anyuku lui-même a témoigné avoir vu le petit Andrew Ammons soulevé dans les airs par une force invisible. À l'hôpital de Gary, en plein avril 2012, personne ne sait quoi faire de cette histoire de maison hantée. L'hôpital de Gary va faire appel au DCS, le service de la protection de l'enfance. Ils vont constater par eux-mêmes que les 2 enfants semblent bel et bien victimes de phénomènes diaboliques. En effet, alors que les services de la protection de l'enfance de l'Indiana confient le cas Ammons à Valerie Washington, une psychologue, cette dernière va être témoin d'une situation terrifiante. Une scène qui, encore aujourd'hui, continue de la hanter. Valerie Washington, elle est psychologue au sein du DCS, donc le service de protection de l'enfance de l'Indiana. Cette histoire de possession démoniaque, elle n'y croit pas vraiment. Lorsqu'elle rencontre pour la première fois les Ammons à l'hôpital, la psychologue est accompagnée d'une infirmière du nom de Willie Walker. Tout ce que ces 2 femmes vont vivre dans cet hôpital sera consigné noir sur blanc dans un rapport de police officiel. Et tous ceux qui vont y avoir accès vont avoir du mal à croire que tout cela est vrai. Les 2 femmes vont raconter tout d'abord comment le plus jeune des garçons, Andrew Ammons, a tenté d'étrangler sous leurs yeux son frère aîné. Ce petit garçon de 7 ans, dans une sorte d'état second, aurait dit à son frère avec une voix effrayante « Il est temps de mourir, je vais te tuer ». La psychologue et l'infirmière vont décrire à partir de là un enchaînement de scènes totalement surnaturelles. Dans le rapport de police, on peut lire également que le garçon de 9 ans va commencer à mettre des coups de tête dans le ventre de sa grand-mère. Ce garçon va se mettre à marcher en arrière sur le mur et monter jusqu'au plafond. Cet enfant va littéralement passer au-dessus de sa grand-mère et puis tranquillement retomber sur une chaise et s'asseoir. Ces 2 femmes, Valerie Washington et Willie Walker, vont s'enfuir de la pièce. Les agents de sécurité de l'hôpital témoigneront avoir vu ces 2 femmes courir dans les couloirs, totalement terrorisées. Alertée par ces graves événements surnaturels, la direction de l'hôpital de Gary signale les faits à la police fédérale de l'Indiana. Le 24 avril 2012, les enquêteurs qui se rendent dans l'étrange maison du 3860 Carolina Street n'imaginaient pas une seule seconde entrer dans la maison du diable. Le 24 avril 2012, soit moins d'une semaine après les étranges événements survenus à l'hôpital, 3 enquêteurs se rendent au domicile des Ammons, accompagnés par Valerie Washington. Ces policiers sont les capitaines Charles Austin et Brian Miller. Il y a aussi le lieutenant John Kruska. Ces 3 policiers sont au courant du cas Ammons. Mais malgré cela, lorsqu'ils se retrouvent face à la maison Ammons, ils sont un peu décontenancés parce que cette maison n'a rien d'une maison hantée.
La police veut visiter cette maison, mais elle veut le faire en présence de Latoya Ammons. Sauf que les agents ont beau insister, Latoya Ammons refuse d'y rentrer. C'est la grand-mère Rosa Campbell qui va accepter d'accompagner les policiers à l'intérieur de cette maison. Toute la procédure de constatation va être filmée du début à la fin. Sur ces images incroyables de la police, on découvre la maison, mais surtout Rosa Campbell en train de décrire le quotidien cauchemardesque de cette famille. Je suis allée dans la cuisine, je me suis retournée, j'ai vu quelque chose le soulever et le jeter sur le frigo la tête la première. Puis cette chose l'a soulevé encore et l'a jeté sur le sol. Lors de cette visite un peu étrange, les policiers vont vouloir descendre dans le fameux sous-sol qui terrorise tant cette famille. Comme les images le montrent, les policiers découvrent surpris une espèce d'autel avec des objets religieux dessus. Du sel est aussi répandu sur le sol. Rosa Campbell expliquera que des médiums lui ont conseillé de faire ça afin d'éloigner les esprits maléfiques qui hantent cette maison. Alors que les 3 policiers quittent l'inquiétante maison de la famille Ammons, des événements inexpliqués, consignés dans un rapport de police officiel, vont les convaincre du caractère diabolique de cette étrange propriété. Après la visite, le capitaine Charles Austin dira avoir fait face à 2 phénomènes assez glaçants à l'intérieur même de son véhicule de police. Dans sa voiture, il va entendre une voix démoniaque sortir de la radio. Et cette voix va lui demander qui est là. L'autre événement troublant qui a été consigné dans le rapport de police, c'est que le siège du véhicule du capitaine Austin s'est mis à glisser violemment, de l'arrière vers l'avant, sans aucune explication logique. Les autres collègues ne sont pas en reste. Ce même jour, le lieutenant John Kruska dira avoir été lui aussi paralysé par la peur. En réécoutant les enregistrements audio faits lors de la visite de la maison, cet agent de police racontera avoir entendu sur la bande sonore une voix. Et cette voix d'outre-tombe semblait comme saluer les policiers durant leur visite. Et le dernier fait établi sur le rapport de police, c'est que les 3 téléphones des policiers présents dans la maison, les 3 téléphones vont tomber en panne. Une entité démoniaque est-elle à l'œuvre dans la petite ville de Gary? La police, dépassée par ces événements, va faire appel à l'Église catholique. Un prêtre, du nom de Michael Maginot, va accepter d'intervenir à l'intérieur même de cette maison, considérée comme diabolique. C'est à la fin du mois d'avril 2012 que la police va finalement retourner dans cette maison, mais cette fois, ils vont être accompagnés d'un prêtre catholique. Cet homme, il s'appelle Michael Maginot et chose exceptionnelle, il va obtenir du diocèse la permission de pratiquer une série d'exorcismes. On sait que 3 séances d'exorcisme ont lieu dans la maison et que le prêtre a demandé à Latoya Ammons de se faire exorciser à la place de ses 3 enfants. Elle va accepter d'y retourner, déjà pour ses enfants, mais aussi parce que les policiers de Gary étaient présents sur place. Charles Austin, Brian Miller et le lieutenant John Kruska vont être tous les 3 témoins de cet exorcisme. Ils vont également prendre des photos pour documenter cette affaire. Sur ces photos que se sont procurées les journalistes, on voit Latoya Ammons exorcisée par le prêtre. On raconte qu'elle convulsait à chaque fois que le père Maginot approchait un crucifix au-dessus de sa tête. On découvre aussi sur l'une des photos un phénomène qui reste encore aujourd'hui inexpliqué. Les policiers décrivent aussi qu'à plusieurs reprises, une espèce de liquide huileux s'est mis à dégouliner des stores de la maison. Les policiers n'ont jamais pu expliquer ce phénomène. Ils avaient beau frotter, et bien ce liquide réapparaissait mystérieusement. On sait aussi que durant ces séances d'exorcisme, la lampe de la salle de bain se mettait à clignoter sans raison. Et que le phénomène cessait quand le prêtre, et seulement lui, s'approchait.
3 exorcismes au total vont avoir lieu. Et les phénomènes touchant la maison et la famille Ammons vont officiellement disparaître après le 3e. Les services sociaux de l'État de l'Indiana vont alors attendre le rapport des autorités religieuses pour s'assurer que les phénomènes ont complètement disparu. Il faudra attendre novembre 2012, soit 6 mois après toute cette histoire, pour que les enfants puissent enfin retrouver leur maman. Le calvaire vécu par les Ammons pose énormément de questions. En 2012, aux États-Unis, la police, les services sociaux, mais aussi les médecins témoignent de phénomènes glaçants qui échappent au rationnel. À Gary, dans l'Indiana, les protagonistes de cette histoire ont eu affaire au cas d'une maison véritablement diabolique. Traumatisés par cette terrifiante histoire, les Ammons ont préféré quitter définitivement cet endroit maudit et vivent désormais à Indianapolis. En 2014, l'énigmatique maison a été achetée 35 000 $ par un célèbre chasseur de fantômes de la télévision américaine. En 2016, des phénomènes terrifiants l'auraient poussé à détruire totalement la propriété. La maison du diable de Gary n'aura jamais livré ses effrayants secrets. En avril 1964, au Nouveau-Mexique, la vie d'un jeune officier de police a basculé dans l'irrationnel. Il s'appelle Lonnie Zamora et il raconte avoir vu dans le désert de la ville de Socorro un vaisseau inconnu, mais aussi 2 créatures extraterrestres. Si cet incroyable témoignage est encore aujourd'hui jugé crédible, c'est que l'armée de l'air américaine, mais aussi le FBI, ont découvert des éléments particulièrement troublants. On l'appelle l'OVNI de Socorro, du nom de cette ville du Nouveau-Mexique, frappée en 1964 par une étrange série de phénomènes inexpliqués. Entre le 24 et le 26 avril 1964, sur le seul territoire du Nouveau-Mexique, on dispose de 3 témoins qui ne se connaissent pas, mais qui diront pourtant avoir vu la même chose. Il s'est passé apparemment quelque chose d'anormal dans cette partie du Nouveau-Mexique, mais la question est de savoir quoi. À quelle situation inimaginable l'officier de police Lonnie Zamora dit-il avoir fait face ce 24 avril 1964 ? Cet homme est persuadé d'avoir été en présence d'un vaisseau extraterrestre et de ses occupants. 24 heures après cet événement, personne n'est capable d'expliquer ce à quoi fait face Lonnie Zamora. Quels éléments troublants, policiers, militaires et scientifiques ont-ils découvert au cours de leur enquête ? Les enquêteurs constatent que quelque chose de vraiment lourd s'est posé à cet endroit et a carbonisé la végétation alentour. Dans ce rapport aujourd'hui déclassifié, on découvre des choses troublantes. Retour sur l'énigmatique dossier OVNI de Socorro, l'une des plus incroyables observations d'un vaisseau extraterrestre et de ses mystérieux occupants. Nous sommes le 24 avril 1964 à Socorro, une petite ville de l'État américain du Nouveau-Mexique. Ce jour-là, l'officier de police Lonnie Zamora est en patrouille dans les rues de la ville. Ce policier de 31 ans ignore qu'il va bientôt être au cœur de l'une des plus incroyables énigmes liées à une présence extraterrestre. Socorro, c'est une petite ville de 8800 habitants. Elle est située dans la vallée du Rio Grande, cette rivière qui sépare les États-Unis du Mexique. Cette région, c'est l'Amérique aride avec de longues routes à l'infini qui balafrent des étendues désertiques. C'est dans cet endroit assez tranquille, situé au milieu de nulle part, que la vie d'un policier du nom de Lonnie Zamora va plonger dans l'irrationnel. À Socorro, ce 24 avril 1964, c'est une journée comme toutes les autres pour ce policier qui est en poste depuis déjà 5 ans. Sauf qu'à 17h30, Lonnie Zamora va prendre en chasse un automobiliste pour excès de vitesse qui refuse d'obtempérer et de stopper son véhicule. Et cette poursuite va le mener sur une route, la route 60. La route 60 est située au sud-ouest de la ville de Socorro. À cet endroit, c'est une plaine désertique où il n'y a absolument pas une âme qui vive.
Et alors qu'il est au volant de sa voiture et qu'il poursuit le contrevenant, il est interpellé par une lumière qu'il voit dans le ciel. Et cette lumière va être suivie d'un bruit. Il dira une explosion. Ce bruit d'une telle violence que Lonnie Zamora va abandonner la course-poursuite. Ce policier est convaincu qu'il se passe quelque chose d'anormal et il décide d'aller voir ce qu'il se passe dans cette zone. Alors que Lonnie Zamora roule en direction d'un endroit désertique, non loin de la route 60, le policier va assister à une scène incroyable et qui va le hanter jusqu'à ses derniers jours. Il est à peu près 17h50, le policier Lonnie Zamora arrive sur cette zone et à ce moment-là, il imagine toutes les hypothèses. Il dira avoir pensé à un grave accident de voiture ou pire, à un entrepôt de dynamite situé dans la région qui aurait explosé. Cet officier de police, lorsqu'il va sortir de sa voiture de fonction, qui est une Pontiac blanche, et qu'il va regarder en contrebas, il ne pouvait pas imaginer assister à un tel spectacle. Zamora dira qu'il a vu un engin de forme ovale, un peu comme un ballon finalement, de couleur blanche, posé à même le sol. Lonnie Zamora est un policier, donc c'est un homme pragmatique, et il va essayer de rationaliser ce qu'il voit. Dans un premier temps, il va penser à un module militaire que l'armée est en train de tester dans le coin. Si l'officier de police pense à un vol d'essai, c'est parce que la ville de Socorro n'est située qu'à une 50aine de kilomètres de la base de White Sands. Et White Sands, c'est l'une des principales bases de l'US Air Force dans la région. Le problème, c'est qu'autour de cet objet étrange, ce ne sont pas des militaires que Lonnie Zamora va voir surgir. Cet officier de police raconte avoir vu apparaître 2 créatures humanoïdes d'environ 1 mètre de hauteur. Ces silhouettes étaient totalement blanches et il dira les avoir vues entrer dans l'appareil. Ce 24 avril 1964, ce que Lonnie Zamora dira avoir vu relève complètement de la science-fiction. Ce policier raconte que cet appareil de forme ovale a brutalement décollé devant lui comme une fusée. L'engin va se stabiliser à peu près à 10 mètres de hauteur avant de partir. Lonnie Zamora dira avoir été frappé par quelque chose d'étrange. Cet engin ne faisait aucun bruit. Il faut savoir que ces détails auront par la suite toute leur importance. Ce qui s'est passé va choquer Lonnie Zamora durant toute sa vie. Il sera persuadé d'avoir fait face à un vaisseau extraterrestre et à ses occupants. Lonnie Zamora a-t-il fait face ce jour-là à une incroyable rencontre extraterrestre? Alors que le policier demande immédiatement du renfort, ses collègues du commissariat de Socorro vont constater sur les lieux des éléments particulièrement étranges. Le premier qui va se rendre sur les lieux, c'est le sergent Samuel Chavez, qui est le chef de la police de Socorro. Samuel Chavez, quand il retrouve son collègue Lonnie Zamora, il a affaire à un homme complètement terrifié par ce qu'il vient de voir. Lonnie Zamora va raconter ce qu'il a vécu à son supérieur hiérarchique. Mais lorsque Chavez va entendre parler d'un ovni et de créatures extraterrestres, dans un premier temps, il restera sceptique. Sauf que le sergent Chavez va se rendre à l'endroit exact où était posé ce prétendu objet extraterrestre et il va constater par lui-même des éléments assez étranges. Samuel Chavez va témoigner que non seulement les arbustes autour de cette zone étaient carbonisés, mais ils étaient encore fumants. Il dira aussi avoir constaté des traces dans le sable. Ces détails vont être corroborés dans un rapport rédigé par le shérif adjoint James Lucky et par l'officier Melvin Katzlaff qui s'était rendu sur les lieux. Le sergent Chavez, comme ses collègues de la ville de Socorro, sont perplexes, mais dans un premier temps, ils vont privilégier l'hypothèse militaire. Tout le monde pense que Lonnie Zamora était témoin du vol d'essai d'un prototype top secret de l'armée américaine. Un essai militaire top secret expliquerait-il la présence de ce mystérieux objet volant non identifié non loin de la ville de Socorro? Afin de lever le doute sur les événements du 24 avril 1964, le sergent Samuel Chavez décide de contacter la base aérienne de White Sands. Si le chef de la police de Socorro contacte la base de White Sands, c'est parce que c'est une base qui est très proche de la ville de Socorro et qu'il est certain d'obtenir des informations qui résoudront le mystère. White Sands se situe à 40 km de la zone d'observation de cet ovni. C'est la plus grande base militaire des États-Unis. Pour vous donner une idée, elle s'étend sur une superficie de 8300 km², c'est aussi grand que la Corse. Si pour Samuel Chavez, White Sands, c'est la clé de l'énigme, il va vite déchanter. Les
militaires l'informent qu'ils n'ont procédé à aucun vol d'essai ce jour-là. Plus étrange, l'armée semble découvrir l'intrusion d'un objet volant non identifié dans l'espace aérien. Ce qui est certain, c'est que le témoignage de Lonnie Zamora est pris très au sérieux par l'US Air Force. Dans un premier temps, l'enquête va être confiée à un haut gradé de l'armée, Richard Holder, qui lui sera accompagné d'un membre du FBI qui s'appelle Arthur Byrnes. Le capitaine Richard Holder et Arthur Byrnes vont interroger Lonnie Zamora pour connaître tous les détails de cet événement. Et un détail va particulièrement les intriguer. Lonnie Zamora va leur révéler avoir vu distinctement une espèce de sigle sur l'OVNI. Il le décrit comme un arc de couleur rouge avec une flèche pointant vers le haut. Bien sûr, tout le monde va essayer de rechercher à quoi correspond ce logo décrit par Zamora. Il n'y a aucune correspondance dans les sociétés ou dans des associations de la région et même du pays. Ce logo n'appartient à aucune organisation existante. Et ce n'est pas tout. Richard Holder et Arthur Byrnes vont découvrir sur les lieux des éléments qui posent encore question aujourd'hui. À l'endroit où Lonnie Zamora dit avoir vu ce prétendu engin extraterrestre, les enquêteurs vont remarquer que le sol est perforé à 4 endroits distincts. Et les traces s'enfoncent à une profondeur de 23 cm. Les enquêteurs vont constater que quelque chose de lourd s'est effectivement posé à cet endroit et a carbonisé la végétation alentour. Dès que l'état-major de l'US Air Force a cette information, toute la zone est placée en quarantaine. Cette zone près de la route 60 est totalement interdite d'accès. Comme à l'accoutumée, l'armée va dépêcher les hommes et va passer au peigne fin la zone en essayant de trouver des traces de radiation parce que souvent dans le dossier OVNI, il y a de la radiation, ils ne vont rien trouver. 24 heures après cet événement incroyable, personne n'est capable d'expliquer ce à quoi Lonnie Zamora a fait face. Alors que rien ne permet d'expliquer l'étrange présence de cet OVNI et de ses mystérieux occupants aux abords de la route 60, très vite, la presse va s'emparer de l'affaire et révéler un témoignage pour le moins troublant. Il faut savoir que ce qu'a raconté Lonnie Zamora fuite dans la presse et dès le lendemain, toute la région ne parle que de ça. Les journalistes qui enquêtent sur l'affaire vont révéler le témoignage d'un pompiste. Ce pompiste s'appelle Opham Grinder et il va raconter aux journalistes que ce jour-là, vers 18 h, il va voir débarquer dans sa station-service un couple de touristes en état de choc. Ce pompiste va révéler des détails qui vont correspondre au témoignage de Lonnie Zamora lorsqu'il a décrit cet objet. Au moment où Opham Grinder témoigne, il faut savoir que personne n'a connaissance de ce que même Lonnie Zamora a vécu sur la route 60. Selon Opham Grinder, les deux touristes vont évoquer un objet qui volait assez bas et surtout qui ne faisait aucun bruit. Ces touristes terrifiés diront qu'ils ont échappé à une collision avec un engin qui n'était ni un avion, ni un hélicoptère. Ils n'ont jamais vu ça auparavant. Le témoignage de Lonnie Zamora, les révélations de la presse, les éléments troublants trouvés à l'endroit où se serait posé un prétendu objet extraterrestre vont convaincre l'armée américaine qu'il s'est bien passé quelque chose d'anormal dans le ciel de Socorro. Lonnie Zamora aurait-il vécu le 24 avril 1964 une impensable rencontre avec un vaisseau d'origine extraterrestre? Quelles sont ces étranges créatures qu'il jure avoir observées ce jour-là? Intrigué, l'US Air Force va dépêcher sur place l'un de ses experts les plus chevronnés. Ce que va découvrir Joseph Allen Hynek va confirmer cette incroyable hypothèse. Il faut savoir que Joseph Allen Hynek, ce n'est pas n'importe qui. Il est astronome, mais il fait surtout partie d'un projet gouvernemental ultra confidentiel de recherche sur les ovnis. Et ce projet est connu sous le nom de projet Blue Book. Le projet Blue Book, il va de 1951 à 1969. Il est initié par le Pentagone. Il y a beaucoup d'observations à l'époque aux États-Unis et le public s'affole et on veut vraiment donner des réponses et apporter des réponses au public. Le 28 avril 1964, quand Joseph Allen Hynek arrive à Socorro pour débuter son enquête, il a une information que tout le monde ignore. 2 jours seulement après l'observation de Lonnie Zamora, le même phénomène et le même ovni ont été observés à 400 km de Socorro. Cette observation a eu lieu dans une ville qui s'appelle La Madeira. Ce 26 avril 1964, un Américain de 35 ans, Orlando Gallegos, va indiquer aux autorités qu'un objet volant non identifié a survolé sa maison.
Tout comme à Socorro, il va décrire un objet de forme ovale, de couleur blanche, qui vole sans faire de bruit et qui crache une flamme bleue. Entre le 24 et le 26 avril 1964, sur le seul territoire du Nouveau-Mexique, on dispose de 3 témoins qui ne se connaissent absolument pas, mais qui racontent avoir vu la même chose. Si l'enquête de Joseph Allen Hynek débute à Socorro, c'est que cet endroit est le seul où ce mystérieux ovni s'est posé. Ce spécialiste espère en fait trouver des éléments matériels qui auraient échappé aux autres enquêteurs et qui prouveraient la présence d'un objet extraterrestre dans cette partie du Nouveau-Mexique. Ce que Joseph Allen Hynek va découvrir en se rendant sur les lieux est tout simplement incroyable. Ces surprenantes observations vont être consignées dans un rapport secret remis à l'armée américaine. Dans ce rapport aujourd'hui déclassifié, on découvre des choses troublantes. Joseph Allen Hynek confirme la présence de 4 traces circulaires d'une profondeur de 23 cm et d'une circonférence de 20 cm. Mais surtout, il constate qu'au centre de la zone, le sable s'est transformé en verre. Il faut savoir que si à cet endroit, le sable s'est transformé en verre, c'est qu'il a été soumis à une température de plus de 1000 degrés. Cette observation corrobore le témoignage de l'officier Zamora qui confirmera qu'une flamme bleue est sortie de l'OVNI avant qu'il ne disparaisse. Joseph Allen Hynek va consigner un autre élément troublant dans son rapport. Ce que Joseph Allen Hynek va repérer, c'est qu'il y a des traces de petits pas qui vont aller dans le sens de ce que dit Zamora et dans le sens de ces petites créatures d'1,20 m qui auraient peut-être tourné autour de l'engin. Il faut se souvenir que l'ONI Zamora avait expliqué lors de sa déposition qu'il avait aperçu 2 créatures de la taille d'un enfant. Près de 5 mois après le début de son enquête, le 15 août 1964, Allen Hynek remet son rapport à l'US Air Force. Il confirme dans ses conclusions que tout ce qu'a raconté l'ONI Zamora est parfaitement crédible. Joseph Allen Hynek ne dit pas de quelle nature est l'engin et les créatures qu'a observé l'ONI Zamora. Mais il laisse la porte ouverte à la possibilité qu'il s'est bien passé dans cette zone de Socorro quelque chose qui échappe à toute logique scientifique. On ne saura sans doute jamais si ce qu'a vu l'ONI Zamora est de nature extraterrestre, mais malgré les interrogatoires poussés, il ne se contredira jamais. Zamora, jusqu'à sa mort, dira de toute façon qu'il a vu quelque chose d'extraterrestre. Ce dossier restera une véritable énigme pour les enquêteurs. Le FBI précisera dans son rapport que le témoignage de l'ONI Zamora est crédible et digne de confiance. De mystérieuses créatures d'origine extraterrestre ont-elles survolé le ciel du Nouveau-Mexique en 1964 ? 56 ans plus tard, le mystère de l'OVNI de Socorro demeure. L'ONI Zamora, le principal témoin de cette incroyable affaire, s'est éteint le 2 novembre 2009 à l'âge de 76 ans. Jusqu'à la fin, cet ancien policier affirmera avoir vu ce 24 avril 1964 des créatures venues d'un autre monde.